Bonjour à tous, Thomas Burelli, doctorant à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Perpignan. J'interviens aujourd'hui pour vous présenter le projet de loi du pays relatif à la sauvegarde du patrimoine immatériel autochtone en Nouvelle-Calédonie. Les communautés autochtones et locales ont de tout temps été des partenaires avisés des scientifiques, notamment par le partage de leur savoir traditionnel permettant la découverte de ressources naturelles d'un grand intérêt pour les sociétés humaines. Ces communautés sont néanmoins des partenaires avec qui les scientifiques entretiennent souvent des relations fluctuantes. Généralement étroitement associées au projet lors de la phase d'identification de ressources naturelles d'intérêt, au travers de la mobilisation de leur savoir autochtone, le traitement réservé à l'apport des communautés et de leur savoir peut rapidement virer à l'ignorance, voire au mépris total, lors des phases d'analyse et de valorisation des ressources identifiées. Un cas récent illustre parfaitement ce caractère fluctuant. Dans les années 90, les chercheurs ont entamé des enquêtes afin d'identifier les remèdes traditionnels utilisés par les communautés autochtones et locales en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu pour le traitement de la ciguatera, une intoxication alimentaire résultant de l'ingestion de poissons contaminés par les ciguatoxines. Des enquêtes de terrain auprès des communautés ont ainsi permis d'identifier une liste de près d'une centaine de remèdes traditionnels, parmi lesquels la décoction de faux tabac, remède le plus communément utilisé. Les chercheurs ont alors poursuivi en laboratoire leurs recherches dans le but d'identifier la substance capable de lutter contre les symptômes des ciguatoxines. À partir d'une préparation du remède, selon la méthode habituellement utilisée par les populations, les chercheurs sont parvenus à identifier un principe actif, l'acide rosmarinique. L'Institut de recherche responsable a alors entamé une procédure de dépôt de brevet au niveau français en 2009 auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, avant de procéder à une demande au niveau européen auprès de l'Office européen des brevets en 2010. À ce moment-là, les populations autochtones et locales ayant partagé leur savoir n'ont pas été associés à la demande, ni comme titulaires, ni comme inventeurs. Selon les chercheurs, les communautés autochtones et locales, bien qu'utilisant un remède traditionnel, n'avaient pas identifié le principe actif, ceci étant à mettre au crédit des scientifiques et de leur méthode d'analyse. De la même manière, à l'occasion d'échanges avec l'INPI, les chercheurs précisent qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de ce type de traitement ni de son innocuité. Ce surcroît de travail et de réflexion justifierait ainsi l'octroi aux chercheurs ainsi qu'à leur institut d'un monopole d'exploitation exclusif sur la molécule identifiée, pourtant communément utilisée par les populations autochtones et locales depuis de nombreuses années. Cet exemple illustre parfaitement l'asymétrie des relations de pouvoir entre communautés autochtones et chercheurs. Une asymétrie qui se déploie tant du point de vue épistémologique, dans les rapports entre savoirs scientifiques et savoirs locaux, que du point de vue juridique, entre droit coutumier et droit de la propriété intellectuelle. D'une manière générale, les communautés autochtones et locales sont confrontées à 4 grands types d'usages abusifs à l'égard de leur patrimoine immatériel. Premièrement, l'appropriation et l'utilisation non autorisée de leur savoir. Deuxièmement, l'absence de reconnaissance de l'apport des savoirs et ou de la contribution des détenteurs. Troisièmement, l'absence de partage des avantages découlant de l'utilisation des savoirs. Et enfin, la déformation, la dénaturation de leur patrimoine immatériel ou sa marginalisation. L'asymétrie dans les rapports entre scientifiques et communautés a été reconnue en droit international dès les années 90 et plusieurs textes ont été adoptés afin de corriger ce type de situation au sein de forums aussi divers que la Convention sur la diversité biologique, la FAO, l'Assemblée générale des Nations unies ou encore au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle où se négocie depuis plusieurs années un projet de traité. Il ressort de l'analyse de ce corpus international très fourni 3 grands principes. D'une part, la reconnaissance de l'apport des peuples autochtones pour la connaissance et la gestion de la biodiversité. Deuxièmement,
la nécessaire participation des peuples autochtones et l'intégration de leur savoir, et enfin le développement d'un nouveau régime juridique relatif à l'accès et l'utilisation des savoirs autochtones, qui serait lui basé sur le respect du consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés, la reconnaissance de la contribution des savoirs et de leurs détenteurs, troisièmement, la mise en œuvre d'un partage des avantages juste et équitable découlant de l'utilisation des savoirs autochtones, et enfin, la reconnaissance et le respect du droit coutumier des communautés autochtones et locales, ainsi que de leurs protocoles et procédures. Pourtant, en dépit de ce corpus international, l'État français n'a pas adopté de cadre de reconnaissance et de protection des savoirs autochtones, en particulier pour les territoires ultramarins comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, pourtant tout particulièrement concernés par cette problématique. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'analyse des raisons de l'inaction des autorités étatiques, si ce n'est pour dire qu'elle relève d'un savant mélange entre incompétence, ignorance et manque de courage politique et juridique. En 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lui adopté une approche courageuse et a décidé de revendiquer la compétence dans le domaine de la reconnaissance et de la protection du patrimoine culturel immatériel autochtone. C'est alors qu'a été adopté le projet de loi du pays relatif à la sauvegarde du patrimoine immatériel autochtone, qui propose un cadre de protection spécifique et global à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les questions qui se posent sont les suivantes. En quoi le projet de loi du pays constitue-t-il un cadre innovant pour la reconnaissance et la protection du patrimoine culturel immatériel autochtone? Deuxièmement, en quoi pourrait-il permettre de prévenir les abus que nous avons identifiés dans notre introduction et de rééquilibrer les rapports entre communautés et chercheurs? Je vous propose tout de suite d'aborder la manière dont le patrimoine immatériel autochtone est reconnu à partir du contexte et des valeurs kanak dans le projet de loi du pays. Ce projet est original en ce qu'il reconnaît et surtout définit le patrimoine culturel immatériel qui fera l'objet d'une protection. Pour cela, le projet ne se contente pas de reprendre les définitions internationales qui sont souvent insuffisamment précises. De la même manière, le projet évite l'écueil de l'application des catégories juridiques occidentales et en particulier civilistes au patrimoine immatériel autochtone. Au contraire, dans un préambule très détaillé, le projet fonde la reconnaissance et la protection du patrimoine culturel immatériel dans le contexte calédonien et dans le sillage de la reconnaissance de l'identité kanak fondée sur un lien particulier à la terre. Déroulant la vision du monde kanak, le projet reconnaît que les savoirs traditionnels et les expressions de la culture kanak participent de ce lien spécifique à la terre et qu'ils ne sont qu'un élément du foncier, la terre ne désignant pas un bien mais un capital social et intellectuel dans la conception autochtone. En ce qui nous concerne aujourd'hui, le projet de loi définit les savoirs traditionnels comme le contenu ou la substance d'une activité intellectuelle dans un contexte traditionnel et comprend le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage qui font partie des systèmes de savoir traditionnels. Ces savoirs sont ceux qui ont été acquis, créés et développés de manière empirique dans des temps anciens comme dans une période récente. Ce sont des savoirs qui sont transmis selon des usages et des procédés traditionnels et partagés au sein d'une communauté traditionnelle ou locale. Et enfin, ce sont des savoirs qui, le cas échéant, sont renouvelés, enrichis et transformés en fonction des besoins. Les savoirs associés à la biodiversité constituent, eux, une sous-catégorie composée de divers savoirs techniques et savoir-faire en relation avec l'environnement. Il s'agit de reconnaître les connaissances autochtones à l'image des savoirs scientifiques comme le résultat d'un processus intellectuel visant à créer de l'ordre à partir du désordre. Les savoirs traditionnels ne sont pas des antiquités, mais plutôt des connaissances et pratiques qu'il s'agit de définir selon leur contexte de création, de développement et de transmission, c'est-à-dire par les communautés autochtones et locales et en leur sein. Les savoirs traditionnels sont donc des savoirs dynamiques, construits sur l'expérience
et s'adaptant aux changements. Le projet prévoit la création d'un statut sui generis pour les droits fonciers immatériels fondés sur les catégories et les valeurs Kanak. Dès lors, les savoirs sont définis comme inviolables et imprescriptibles. Ils peuvent toutefois donner lieu à des autorisations d'exploitation limitées dans le temps, selon le contrôle de la haute autorité, comme nous le verrons plus tard. Ce statut rappelle celui des terres, qui, selon l'article 18 de la loi organique de 1999, sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. Ce statut protecteur entend ainsi redonner une pleine maîtrise de leur savoir aux détenteurs en leur permettant directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers d'en gérer l'accès et l'utilisation à l'extérieur de la communauté, quelle que soit la nature du savoir en cause ou l'état de sa diffusion auprès du public. D'un point de vue symbolique, ces définitions et ce statut consacrent la reconnaissance de tous les types de savoirs traditionnels ainsi que leurs spécificités en prévoyant un statut clairement distinct de celui applicable au patrimoine immatériel non autochtone. Ces définitions et ce statut participent ainsi à réévaluer l'importance de ces savoirs vis-à-vis d'autres types de savoirs, comme par exemple les savoirs scientifiques. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'étendue de la protection. Le projet de loi prévoit la protection à la fois des savoirs secrets et des savoirs publics ou tombés dans le domaine public. Il s'agit donc de protéger pour l'avenir l'ensemble des savoirs et non pas seulement ceux encore détenus exclusivement par les communautés, laissant alors sans protection tout un pan des savoirs qui ont souvent été divulgués et versés dans le domaine public sans recueil du consentement des communautés et sans partage des avantages. Pour cela, le projet prévoit comme condition de protection des savoirs leur déclaration auprès de la haute autorité des droits intellectuels autochtones, dont la création est prévue par le projet et dont nous allons parler un tout petit peu plus tard. Les déclarations des détenteurs titulaires, qui peuvent être des groupes ou des individus, ou directement la haute autorité, seront versées au fichier intellectuel traditionnel composé de deux sections. La section des savoirs soumis au secret et la section des savoirs traditionnels publics. Ce système ne vient pas remettre en cause les systèmes de gestion coutumiers. Il s'agit plutôt d'une interface entre les univers juridiques coutumiers et celui de la propriété intellectuelle mondialisée. En effet, le recueil a pour objet de constituer la liste des savoirs traditionnels protégés par la loi afin de prévenir l'octroi de droits de propriété industrielle développés à partir des savoirs traditionnels. Le fichier a pour unique finalité de prouver l'existence de droits intellectuels autochtones ou traditionnels et doit garantir le secret qui entoure certains savoirs traditionnels lorsque le déclarant en fait la demande. Le fichier aura pour vocation à être rendu accessible aux autorités de la propriété intellectuelle dans le monde entier afin de renseigner les examinateurs sur l'existence de ces savoirs et le cas échéant sur leur statut. Ce fichier pourra être aussi utile aux juges qui seront saisis de litiges concernant une utilisation frauduleuse ou abusive des savoirs traditionnels. Enfin, ce fichier constituera une base de référence sur les savoirs protégés dont l'exploitation ou la valorisation requiert l'organisation d'un partage juste et équitable des avantages. Intéressons-nous donc maintenant aux droits des détenteurs titulaires. En ce qui concerne leurs droits lors de la déclaration de ces savoirs, le projet prévoit pour les détenteurs titulaires le droit d'autoriser ou de refuser l'exploitation de leur savoir, exploitation qui sera toujours limitée dans le temps, selon le projet de loi. Les détenteurs pourront également demander le respect de l'anonymat pour les savoirs secrets et la possibilité de révoquer cet anonymat. En ce qui concerne les droits des détenteurs titulaires lors de l'accès et de la valorisation de leur savoir, ces derniers devront être informés de manière adaptée. On pense notamment au respect des langues vernaculaires. Ils devront être informés notamment de l'usage envisagé des savoirs traditionnels. Ils devront être informés des risques ou des conséquences de l'activité de valorisation envisagée,
afin de pouvoir prendre leurs décisions en connaissance de cause. Les détenteurs titulaires devront aussi être tenus informés de manière périodique, simple et adaptée de l'avancée des processus de recherche, d'industrialisation et de commercialisation des produits mis au point ou créés à partir des savoirs traditionnels. Enfin, les détenteurs titulaires devront être associés au partage des avantages découlant de l'utilisation de leur savoir, sauf dans les cas de savoir secret, puisque dans ces circonstances-là, il est prévu la création d'un fonds pour les générations futures afin que soient versés les avantages découlant de l'exploitation de ces savoirs-là. Je vous propose maintenant de nous intéresser au dernier point de mon exposé qui concerne la création d'une haute autorité à l'interface des cultures juridiques autochtones et occidentales. La création de cette autorité constitue peut-être l'élément le plus innovant du projet de loi du pays, s'inspirant des pratiques de l'Agence de développement de la culture kanak, mais aussi d'expériences étrangères, notamment péruviennes et indiennes. Le projet de loi précise, et c'est très important, que cette haute autorité n'a vocation qu'à protéger et valoriser les savoirs traditionnels dans le respect de la volonté du déclarant, apprécié de bonne foi et dans le respect de la parole donnée. La haute autorité est définie dans le projet de loi comme une autorité administrative indépendante, à l'interface entre utilisateurs et communauté. Elle se verrait en pratique confier plusieurs missions. Elle est d'abord désignée comme un organisme de recueil des déclarations et de conservation des savoirs, puisque c'est à elle qu'est confiée la gestion du fichier de la propriété intellectuelle autochtone. Elle servira donc de guichet unique pour accueillir les détenteurs et recueillir leurs déclarations. La haute autorité pourra aussi participer directement au dépôt des déclarations dans certains cas, pour les savoirs notamment tombés dans le domaine public et pour lesquels il n'est pas possible d'identifier de détenteur titulaire. La haute autorité sera chargée de vérifier la validité du dépôt conformément aux informations requises par la loi du pays et pourra, le cas échéant, demander des informations supplémentaires aux déposants. Dans un second temps, la haute autorité sera chargée de la bonne gestion des savoirs et notamment du respect de l'autorisation de valorisation ou non pour chacun d'eux. Elle sera aussi chargée de veiller au respect de l'anonymat des détenteurs titulaires l'ayant sollicité en ce sens. Son rôle de gestion pourra s'étendre jusqu'à proposer des outils et notamment des documents types pour la conclusion d'accords entre les utilisateurs et les détenteurs titulaires. Dans le cas d'une valorisation de savoir ayant fait l'objet d'une déclaration, la haute autorité jouera un rôle de contrôle en amont des accords signés entre les utilisateurs et les détenteurs titulaires, et ainsi assurer le respect du caractère juste et équitable du partage des avantages. Dans ce contexte, la haute autorité participera au rééquilibrage des relations entre détenteurs et utilisateurs. Elle serait en outre dépositaire des déclarations d'utilisation d'un savoir traditionnel dans tout droit de propriété intellectuelle de droit commun. Enfin, en aval de l'accès, la haute autorité serait chargée, selon le projet de loi du pays, d'une mission de suivi et de veille des accords conclus, mais aussi de l'investigation des utilisations frauduleuses. Pour cela, il est prévu la création d'un fichier récapitulant l'ensemble des accords conclus. La haute autorité disposera aussi du pouvoir d'instruire les plaintes, tendant notamment à contester les brevets et les dépôts de marques. Cette prérogative est particulièrement importante afin de pouvoir réagir et déposer des dossiers de recours devant les autorités compétentes, chose en général impossible, car trop technique et complexe, pour des individus non familiers des procédures dans le champ de la propriété intellectuelle. Pour conclure, il y a une question cruciale à laquelle je n'ai pas répondu et qui est celle de la pertinence d'un projet de loi dans le champ de la protection des savoirs traditionnels. J'ai déjà signalé dans mon introduction les différents types d'abus auxquels sont toujours confrontées les communautés autochtones et locales dans le cadre de l'accès et de l'utilisation de leur patrimoine culturel immatériel. Je vous en ai fourni une illustration récente qui n'est qu'un cas parmi d'autres.
Des cas qui ne font parfois pas l'objet d'une remise en cause, ni par les institutions, ni par la doctrine, ou toute autre personne ou groupe intéressé, par manque d'information et ou de transparence des procédures. L'adoption d'un tel projet est rendue d'autant plus nécessaire que depuis 1992, ni l'État français, ni les acteurs locaux n'ont contribué de manière importante à l'encadrement de la circulation des savoirs traditionnels. En effet, on aurait pu s'attendre de la part des seconds, et en particulier des chercheurs et de leur institut, à une adaptation de leurs pratiques et l'adoption de différents types d'instruments, comme par exemple des codes éthiques, l'emploi de pratiques contractuelles, comme cela est observable dans d'autres pays, comme par exemple le Canada. Signalons enfin que la charte du peuple kanak, proclamée les 25 et 26 avril 2014, fait état de l'importance des savoirs traditionnels pour le peuple kanak et ouvre la voie à l'adoption d'un cadre de protection juridique sous réserve de son approbation par les autorités coutumières kanak. La qualité du projet de loi du pays ne fait aucun doute selon moi. D'une part, car il s'appuie sur un corpus de sources tant internationales que nationales très nombreuses. D'autre part, car il constitue une reconnaissance ancrée dans les valeurs et principes de la culture juridique kanak. Il ne s'agit pas d'une construction abstraite, timide et maladroite, à l'image du titre 4 du projet de loi relatif à la biodiversité déposé à l'Assemblée nationale en avril 2014 et qui sera en discussion au cours de l'été 2014, mais plutôt d'un projet dans le prolongement et le renforcement de la reconnaissance et la protection de l'identité kanak. J'en ai terminé, je vous remercie.